Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live, cette émission spéciale consacrée aux corrections des épreuves de philosophie au baccalauréat session 2013. Pour corriger avec nous ces épreuves, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Sarfati, enseignant de philosophie. Bonsoir. Oui, c'est un plaisir partagé. Avec vous, donc, on va s'attacher là pendant les 30 minutes à venir, un petit peu moins maintenant, mais au sujet des séries scientifiques. Tout à fait. Voilà, alors assez classique hein, de sujets de dissertation, un commentaire de texte. On va les reprendre un par un. Premier sujet, le travail permet-il de prendre conscience de soi? Deuxième sujet de dissertation, peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Et puis le commentaire de texte, un texte de Bergson autour de la science, hein, de la vérité et de la science, si j'ai bien compris, du réel et de la perception. On reviendra évidemment sur chacun de ces sujets. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous pensez que les élèves ont plus buté qu'un autre? Est-ce qu'il y avait des pièges un peu qu'il fallait éviter dans ces dissertations? Alors, je pense qu'il n'y a jamais de piège. Je ne crois pas enfin, je ne peux pas même l'admettre. Je ne peux pas le penser, je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas imaginer qu'un groupe de professeurs de philosophie qui se réunit pour avoir le lourd devoir d'ailleurs de choisir des sujets, cherche à faire des pièges. Non, il n'y a jamais de volonté de piéger les élèves, surtout ces jeunes élèves d'ailleurs. Mais est-ce que parfois on sait que dans les sujets il y a des mots peut-être un peu ambivalents, que ce soit des verbes ou que ce soit des noms ou des adjectifs qui peuvent porter à confusion, mais là en l'occurrence vous n'en voyez pas spécifiquement voilà, dans lesquels les élèves auraient pu tomber Mais là on est au cœur justement de l'interrogation notamment de Bergson, c'est-à-dire que les mots parfois portent à confusion. Ils sont du fait de leur extrême généralité et de leur fixité, ce que pense Bergson, ça peut se discuter, mais parce qu'ils ne sont pas si fixes que ça, les mots. Enfin, en tout cas, du fait de leur fixité, en tout cas des normes qui les entourent, en quelque sorte, ils ne sont pas suffisamment subtils pour saisir cette réalité mouvante. Donc nous sommes au cœur, je dirais que les mots sont toujours imparfaits. Hein. Alors, vu que vous abordez déjà Bergson, je vous propose qu'on y rentre un petit peu plus dans ce texte. Alors, quelles étaient les grandes idées, les grands principes hein, qu'on peut résumer dans ce texte et qu'est-ce qu'il fallait y voir, qu'est-ce qu'on pouvait en dégager hein, comme idée principale? Alors, ce qu'on peut en dégager comme idée principale, étant précisé que je dois juste faire une petite précision, c'est que je n'ai pas eu le temps là de me consacrer plus de manière active à ces trois sujets parce que je me suis beaucoup plus centré sur les sujets ES et L. Mais ceci dit, je les ai quand même travaillés. Mais malgré tout, donc c'est un texte, je dirais classique hein, de Bergson. Vous m'interrogez, c'est ça sur le sujet de Bergson hein? Oui, tout à fait. Et donc effectivement assez bien découpé. Là, pour le coup, enfin, le deuxième et le troisième sujet m'ont paru assez classiques, on va dire. Hein. On s'y attendait un peu, d'ailleurs, un sujet sur le travail, hein, à vrai dire. Donc, la question le premier est plus difficile. Le premier est plus difficile, paraît plus difficile. Donc, la question que se pose Bergson, évidemment, c'est qu'est-ce qu'un jugement vrai? C'est-à-dire, quand peut-on dire que nous avons véritablement saisi la réalité? Et Bergson, ici, eh bien, justement, s'interroge sur, il le dit d'ailleurs un peu au milieu du texte, hein, la plupart de nos affirmations sont générales et impliquent une stabilité de leur objet. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque nous affirmons, lorsque nous parlons, et d'ailleurs lorsque nous sommes filmés aussi, quelque part, c'est bien le problème d'ailleurs parfois, c'est-à-dire que nous sommes fixés, nous sommes figés, et évidemment, ce qui se fige, ce qui se dit, n'est qu'un aspect, n'est qu'une facette de la chose. Et c'est toute la difficulté, parce que la chose en elle-même, ou l'être en elle-même, a beaucoup plus de facettes en quelque sorte. Donc, alors, il y a un internaute oui, excusez-moi, qui pose la question autour
justement des affirmations vraies. Quand Bergson parle d'affirmations vraies, est-ce qu'il fallait parler du langage? Et ça l'étonne un petit peu parce qu'il explique qu'apparemment le langage n'est pas au programme de la philosophie en S. Alors je ne sais pas si... Non, c'est plus... c'est vrai que vous avez raison, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que c'est vrai qu'effectivement, ce sujet notamment interroge sur la question du langage. Mais c'est surtout, je crois, le vrai problème de Bergson, c'est la science. Donc c'est toujours le débat qu'il a eu avec les scientifiques. Hein. Donc c'est quand même un texte qui est bien... là aussi bien choisi quand même malgré tout pour les élèves de S, parce qu'il interpelle sur l'affirmation. Affirmer, c'est juger. Affirmer, c'est décider. Affirmer, c'est imposer, en quelque sorte. Et parfois, le scientifique, d'ailleurs souvent, le scientifique ou le mathématicien procède de cette manière. Vous savez, on dit que des mathématiques, c'est un savoir axiomatique. C'est-à-dire qu'il signifie qu'il procède par axiome. Qu'est-ce que c'est un axiome? C'est une vérité qui est posée, qu'on ne peut pas discuter. C'est un postulat en quelque sorte. Mais c'est un postulat que l'on pose, qu'on affirme, pour les besoins de la cause. Parce que les mathématiques sont avant tout et essentiellement une science destinée à faire penser. Je dirais à découvrir le réel en quelque sorte, et notamment dans sa logique et dans ses lois logiques. Donc, ici, c'est essentiellement l'affirmation entendue comme, d'ailleurs il le dit très bien, comme considération d'une concorde avec la réalité. C'est-à-dire, je dis ceci et je considère que c'est la réalité. Donc c'est vrai qu'il y a un dire, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a un dire, mais le dire, on pouvait ne pas l'avoir vu. À titre personnel, moi j'ai vu le langage avec mes élèves de S parce qu'il me paraissait quand même important de le voir, mais on n'était pas obligé de le voir, et c'est pas important, c'est pas essentiel. Je pense que pour un jeune homme ou une jeune fille, en quelque sorte, qui s'est interrogé toute cette année, comme on le fait en terminale S, sur la science, sur le vivant, sur l'axiome, à travers les mathématiques, qui occupent une place très importante dans leur cursus, eh bien, en quelque sorte, ce texte peut être une manière justement pour eux précisément de couronner. Parce que vous savez que l'épreuve de philosophie avait cet objectif à l'origine, de couronner les épreuves du secondaire, de couronner, de terminer, d'achever un cycle par cette belle réflexion, en espérant qu'une rencontre pourrait se faire. Elle ne se fait pas toujours, et c'est pas grave quand elle ne se fait pas. En tout cas, est-ce qu'on peut retenir de ce texte, puisque un internaute pose la question par rapport au plan qu'il a mis, l'articulation, la relation entre vérité et réel. Alors lui, c'est ce qu'il a développé dans la première partie, relation entre vérité et réel, puis définition de la vérité, définition du réel. Et en deuxième partie, analyse de l'exemple. Alors, il ne précise pas plus que ça, mais j'imagine... oui, tout à fait, parce qu'il y a effectivement un exemple de physique à la fin. Même par métaphore, je puis encore dire que l'affirmation 7 barres de fer se dilate est la copie de ce qui se passe quand j'assiste à la dilatation de la barre de fer. C'est exactement ce que dit Bergson, c'est-à-dire ici, quand je dis 7 barres de fer se dilatent, j'affirme, mais pour Bergson, c'est une question très importante, ça qu'il l'a toujours, parce que c'est l'homme de l'intuition, Bergson. C'est son maître, c'est Spinoza. Et Spinoza, c'est l'homme justement de la saisine directe de l'idée par l'intuition. Donc c'est ça qui préoccupe avant tout Bergson. Donc il est clair que pour lui, lorsque l'on met des mots sur tout ça, on crée un écran. Donc c'est le problème. Je dis la barre de fer se dilate, mais je ne la montre pas. Je ne fais pas ressentir à l'autre ce que c'est. Voilà. Donc il a eu... quel est son prénom? Je n'ai pas noté. Voilà. Mais enfin, donc ce jeune homme ou cette jeune fille a eu tout à fait raison, je crois, d'évoquer un exemple, parce qu'effectivement, Bergson termine sa réflexion par un exemple. Très bien. On va peut-être pouvoir enchaîner sur les deux sujets de dissertation. Moi, des sujets qui me semblent assez politiques, alors est-ce qu'on peut dire ça, autour du travail et
la conscience de soi, et puis la morale et la politique. Alors, est-ce qu'il y avait des choses à tirer de ces deux sujets? Ah oui, beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses à penser sur ces deux sujets, et donc à retirer. Évidemment, le sujet qui me parle le plus, qui m'a le plus parlé, c'est le deuxième. Le travail permet-il de prendre conscience de soi? Parce que je crois que c'est un beau sujet, et un sujet malheureusement d'actualité, puisque vous le savez aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens manquent de travail. Et d'un autre côté, beaucoup souffrent aussi au travail. Hein. Et beaucoup de chercheurs aujourd'hui ont mis l'accent, ce qu'on appelle notamment le mobbing, en quelque sorte, ou le burn-out, c'est-à-dire ces salariés qui aujourd'hui explosent, eu égard aux conditions de travail épouvantables qu'on leur impose parfois. Alors je dis épouvantable quand tu vois avec des guillemets, mais enfin c'est une réalité, puisque je crois même que certains sociologues aujourd'hui nous apprennent qu'il y a même beaucoup de suicides au travail, dans les lieux de travail. Donc c'est un sujet extrêmement intéressant, parce que permet le travail? Ouais, excusez-moi, le fait par exemple qu'un sujet soit assez lié à l'actualité, qu'on puisse le relier comme ça, est-ce que c'est plus facile ou pas, ou justement c'est plus piégeux justement? Oui, alors non, encore une fois, non, c'est pas piégeux vraiment, mais c'est vrai qu'on peut, je dirais qu'un élève par exemple passionné de journalisme, justement, et qui aurait envie, là, de faire un article de journalisme. Alors là, c'est sûr qu'on risquerait, peut-être à tort, mais là aussi, il faudrait peut-être s'interroger sur nos critères de correction. Enfin, en l'état actuel des critères de correction, pourrait être sanctionné, alors qu'il pourrait produire une réflexion tout à fait intéressante, je dirais, et dans l'ère du temps, ou on connaît l'ère du temps ici, entendu ici, comme ce dont nous avons besoin aussi. Mais alors, donc c'est vrai, vous avez raison, si un élève axe trop sa réflexion sur l'actualité, il risque de passer à côté de ce qui lui est demandé malgré tout. Je rappelle ici à nos téléspectateurs et à leurs parents, s'ils nous écoutent, eh bien que ce que l'on attend de ceux qui passent le bac, c'est une réflexion par eux-mêmes, un jugement juste et une approche de notion. Hein. Donc, qu'ils aient une notion du travail et qu'ils montrent quelle était leur notion du travail. Voilà, ici, c'est vrai ce qu'on leur demande. Mais parler de la relation que notre société ou nos sociétés entretiennent aujourd'hui avec le travail, ça peut être en tout cas, au moins une partie importante du devoir. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire en sorte que ça ne soit pas tout le devoir, si c'est possible. Mais bon, mais par contre, faire un petit clin d'œil, faire quelques allusions, noter que l'on a vu que quelque part le travail est le grand problème, je crois, de cette société qui ne parvient plus à le repenser, et c'est bienvenu. Justement, et là, elle donne deux axes à cette réflexion. Elle dit le travail nous permet d'exister socialement et il nous permet de nous construire moralement. Voilà. Est-ce que c'était deux idées qu'on pouvait développer? Tout à fait. Et là, il y avait aussi une réflexion à faire sur la notion de travail. Qu'est-ce que travailler? Je crois que j'avais entendu un élève qui a parlé évidemment du travail chez Freud, le travail psychanalytique par exemple, le travail philosophique, le travail sur soi ici, et le travail avec l'autre aussi. Donc toutes ces questions font partie du travail. Mais il y a aussi une dimension dans le travail qu'il ne faut pas oublier, qui est cette dimension d'effort et de peine. Qui dit travail suppose nécessairement peine. Et labeur, le labor. Alors labor, ça c'est en latin. Oui. Hein, en latin, effectivement, alors immédiatement, tripalium, vous allez dire tripalium, instrument de torture. Oui, mais attention, ça c'est une vision, hein, justement, précisément. Le sujet interpelle sur la limite. S'il y a effort indispensable dans tout travail, travailler c'est faire des efforts. Jusqu'où peut-on aller? Lorsqu'on dépasse une limite, on sort du travail pour entrer en quelque sorte dans l'esclavage. C'est à la limite. Ou complètement dans l'exploitation de l'autre
par l'autre, en quelque sorte. Hein. Alors là, il y avait aussi une possibilité de réflexion sur l'aliénation au travail que Marx a parfaitement développé dans son texte canonique, bien connu, des élèves de terminale, les manuscrits de 1844, ici, qu'ils ont souvent, sans doute, dont ils ont souvent, enfin parfois, lorsqu'ils ont écouté leur professeur, ou que leur professeur a pu se faire écouter, ce qui n'est malheureusement de moins en moins le cas, il faut le reconnaître. Et là, ça nous interroge sur la question même de l'enseignement de la philosophie. Mais par rapport à ça, eh bien, lorsqu'ils ont eu la chance d'avoir un vrai cours de philosophie, eh bien, et lorsque leur professeur a eu la chance lui-même, ce qui est aussi pas toujours le cas pour lui, de rencontrer des élèves qui voulaient philosopher, eh bien, ils ont pu entendre ces textes. Très bien. Alors, il nous reste un peu plus de 5 minutes pour Oui. évoquer l'autre sujet, qui était: peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Alors, dans quelle direction fallait-il Ouais. partir? Oui, donc ça suppose, c'est un sujet qui suppose que l'action morale n'est que politique, ne peut être que politique. Et comment fallait entendre politique, justement, voilà, dans cette définition de sujet? Voilà, vous posez la bonne question. Je pense que je pense qu'il fallait peut-être commencer par ça, c'est-à-dire ici. Alors c'est s'intéresser aussi, s'intéresser à la politique. Et qu'entend-on ici? Que faut-il entendre par politique? Alors la politique, c'est peut s'entendre en deux sens. Hein, peut s'entendre en deux sens. Il y a la politique, on appelle en quelque sorte la cuisine. La politique politicienne, et il y a la politique entendue comme... alors, ici, l'étymologie, c'est la police, ici, renvoyons ici aux affaires de la cité. Il y a une autre acception du mot politique. Vous savez, on dit de quelqu'un qu'il est politique, c'est-à-dire qu'il est urbain, qu'il sait créer de la relation et du lien avec l'autre. Donc, je dirais que, à mon avis, on pouvait envisager ou essayer d'envisager ces trois pistes-là. Quand justement Aristote dit que l'homme est un animal politique, il entend ici que c'est un animal justement social, qui a besoin des autres pour être, pour redevenir lui-même. Donc la politique, c'est en principe, dans son acception la plus noble, c'est ce qui permet de penser tout ce qui crée du lien avec l'autre. Et là, permettez-moi de faire référence à un texte magnifique, qui est précisément un texte d'ailleurs très peu lu, par contre, qui est Le Politique de Platon. Et dans ce texte magnifique, Platon nous rappelle ce qu'est un grand politique. Un grand politique, nous dit-il, c'est un peu comme un berger. Mais alors, un berger dévore ses brebis? Non, justement, c'est-à-dire que c'est le grand politique, nous dit-il, c'est celui qui, comme le berger, je dirais, guide le peuple, mais l'amène à grandir. Il ne le guide pas pour le dévorer. Vous voyez cette idée ici, cette référence d'ailleurs à quelque part indirecte à Homère. Platon n'avait pas d'excellent rapport avec Homère, mais il y a cette idée, en tout cas, un peu Ulysse. Ulysse ici, grand capitaine, grand navigateur en quelque sorte, qui a souci toujours de son équipage, Donc c'est ça, le politique, c'est celui qui a toujours souci de ceux dont il est le capitaine en quelque sorte et qu'il aide à naviguer. Alors, juste un mot, juste terminer. Et donc il dit justement, mais quel est son art? Son art, c'est de tisser ensemble l'hétérogène. Vous voyez, c'est un peu comme un tisserand. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette. Et alors, dans ce sujet, quand même, la politique était liée à la morale, hein, puisque c'est un peu l'autre terme important de cet intitulé. Comment on pouvait l'entendre aussi? Voilà, c'est-à-dire ici, peut-on agir, parce que le mot d'agir, il y a quand même, il y a aussi la dimension d'action. C'est l'action morale ici qui est interpellée. L'action morale est-elle possible sans intérêt pour le politique? Voilà ici le sujet. Et encore une fois, l'action morale
Alors, ce n'est pas l'action éthique ici. Hein. Il y avait peut-être une réflexion à faire sur la différence entre l'éthique et la morale, sur laquelle Paul Ricoeur a écrit de très beaux passages. Mais donc, l'idée, c'est est-ce que l'action morale peut s'envisager sans un intérêt pour le politique? Voilà. Alors, à mon avis, la réponse, là aussi, est ouverte. Hein. Il n'y a pas de... mais il est certain que si on entend la politique entendue au sens noble, c'est-à-dire comme souci de ce qui crée du lien, de ce qui fait le lien. En d'autres temps, on aurait dit, de manière négative, qui fait disparaître les fractures sociales. Mais c'est plus fort que ça, créer du lien. Créer du lien, c'est évidemment faire fonctionner ensemble l'hétérogène. Alors là, il me semble que la réponse ne peut être que négative. C'est-à-dire on peut difficilement agir moralement si on n'a pas cet intérêt pour cette forme de lien, dans la cité, mais également avec l'autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion sur de la morale en tant qu'absolu si on doit citer Kant, par exemple Alors, encore une fois, on peut parfaitement, évidemment, Kant est une référence tout à fait, non pas obligée, parce qu'il n'y a pas de référence obligée ici, mais tout à fait bienvenue dans ce genre de type de sujet. Évidemment, Kant, c'est le penseur dans la doctrine de la vertu. C'est celui... Mais Kant, c'est aussi celui, justement, qui distingue en quelque sorte le droit et la morale. Hein. Et c'est vrai que lui, justement, lui répond en nous disant que, eh bien, d'un certain point de vue, on peut agir moralement sans s'intéresser à la politique. Il y a aussi Épicure. Là, on voit à quel point il est lecteur d'Épicure. C'est-à-dire que la morale est distincte du politique. Mais on voit bien à quelles aberrations peut conduire ce type de prise de position lorsqu'elle est poussée à l'extrême. On le voit bien d'ailleurs avec le sujet dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que le politique, c'est aussi celui qui représente l'État. Et lorsque l'État lui-même oublie ses devoirs, qu'est-ce que les concitoyens... Alors, à ce moment-là, les concitoyens peuvent se demander, dans ce cas, que lui dois-je? Mais il est certain ici aussi que, d'un certain point de vue, une obsession morale dans la réflexion, dans l'action politique peut parfois être la marque d'un souci de ne créer que des déchirures. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Évidemment, c'est toujours trop court. Oui. Je rappelle aux internautes qu'on peut retrouver les corrigés, puisque vous avez planché aussi sur ces sujets. Pas celui-ci, pas celui-ci, voilà. Pas celui-ci, mais les autres de Oui, les autres, S. Voilà. On peut les retrouver sur le site de Banque Exam. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Jacques Sarfati.